Donc voilà, on va commencer donc cette séance de l'après-midi avec Denis Constant-Martin qui vient de Sciences Po et l'âme, et donc je vais lui céder illico la parole pour une vingtaine de minutes. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bon, très rapidement, je tiens à remercier le micro, pardon. Je tiens à remercier Emmanuel Olivier de m'avoir embarqué dans cette équipée Global Mus qui a été extrêmement intéressante, extrêmement stimulante sur tous les plans. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui est un projet spécifique Global Mus, puisque j'ai eu sur le budget du groupe ANR un financement pour aller faire une mission de terrain et pour faire des traductions et avoir l'aide de M. Paul Cedres, qui est un ami du Cap, qui connaît particulièrement bien les cultures musicales du Cap et sans lequel je n'aurais pas pu faire le travail que j'ai fait ici. Alors ce dont je vais vous parler, c'est d'un répertoire de chansons qualifiées de chansons comiques. En afrikaans, on appelle ça des moppies, qui est un terme qui vient du hollandais morpier, petite blague, petite chose humoristique. C'est donc un répertoire qui est présenté en compétition au début de chaque année dans deux manifestations qui font partie de ce qu'on pourrait appeler le cycle des fêtes du Nouvel An. D'une part, un carnaval qu'on appelle en afrikaans le Klopse Carnaval, le carnaval des clubs, et qu'on avait l'habitude d'appeler en anglais le Coon Carnival, mais les Américains ayant de fortes objections à l'utilisation du terme coon pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici, le politiquement correct fait qu'on essaye de ne plus utiliser ce mot que les carnavaliers eux-mêmes continuent à employer parce qu'ils se moquent pas mal de ce que pensent les Américains. Et ils ont bien raison. Donc ce sont des chansons comiques, alors chansons présentées en compétition. L'aspect compétitif est très important. Donc il faut renouveler ce répertoire tous les ans. C'est-à-dire que chaque troupe ou chaque chœur, dans deux séries de compétitions différentes, va présenter chaque année de nouvelles chansons. Ce sont des chansons qui sont supposées faire rire l'auditoire, supposées être humoristiques, dont les paroles sont écrites en afrikaans, ou plus exactement en afrikaans, c'est-à-dire le dialecte de l'afrikaans qui est parlé au Cap, principalement par les personnes qui étaient classées dans la catégorie colored, qu'on traduit maladroitement par métis en français, pendant l'apartheid. Je suis obligé de faire cette périphrase parce que l'utilisation du terme colored pose énormément de problèmes, et là encore on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Donc je dirais les personnes qui étaient classées colored pendant l'apartheid. Donc depuis le milieu du XXe siècle, il y a au début de chaque année, d'une part des compétitions de troupes de carnaval qu'on appelle les klopse, les clubs du Cap, et d'autre part des compétitions de chœurs masculins qu'on appelle les Malay choirs, les chœurs malais qui ne se réfèrent pas à la Malaisie, mais à l'ensemble des populations de langue malaise, d'où sont venus les esclaves, dont les interprètes actuels de ces chansons sont pour l'essentiel des descendants. Tout ça est une histoire assez compliquée, je passe rapidement. Donc les paroles sont originales et elles sont soulignées par la gestuelle du soliste, puisqu'on est, je crois que je l'ai déjà dit, dans un système responsorial avec un chœur et un soliste qui se répondent et qui se tuilent, qui se complètent. Les mélodies, et c'est là ce qui va nous intéresser le plus dans le cadre de cet atelier, les mélodies sont constituées par assemblage de bribes de mélodies qui sont empruntées aux variétés internationales, aux variétés sud-africaines, à toutes sortes de pop musique, voire même à ce qui est supposé être la musique classique européenne, au jazz bien entendu. Donc on a des mélodies, des paroles originales, des mélodies qui sont constituées par assemblage de morceaux de mélodies préexistants, et tout ça doit être replacé sur le rythme qui est le rythme emblématique des musiques du Cap, qui vient pour l'essentiel des troupes de carnaval, qui est un rythme de marche accompagnant les troupes de carnaval, qui a été autrefois un rythme à danser, et qui est un rythme en allure. Quand on l'écrit, c'est très simple, hein, c'est croche pointée, double croche, 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 pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam. Simplement, quand je le fais comme ça a l'air totalement nul et inintéressant. Quand les tambourinaires le jouent sur leur tambour, qu'ils appellent le gouma, hein, le gouma drum, ça sonne tout à fait autrement. Mais la transcription est celle-ci. Alors,
Je vais vous montrer un exemple, donc ça va être la vidéo qu'on va passer, qui devrait durer à peu près 5 minutes. Je vais vous montrer un exemple de ce que sont ces chansons. C'est un enregistrement pris pendant une répétition. Je n'ai pas pu avoir l'enregistrement en compétition lui-même. C'est une chanson qui a gagné le premier prix de la chanson comique au Carnaval de 2012. Et là, on va voir le chef de chœur, qui est également le compositeur de ces... Alors, compositeur, c'est con, trait d'union, positeur, cum, hein, ponere, c'est on met avec, ou alors on peut dire en reprenant le grec, n'est-ce pas, Panayot, un rhapsode, celui qui coud ensemble des morceaux de mélodie. Donc le chef de chœur qu'on voit ici, qui est un très jeune homme, qui a 26 ans, qui est vraiment une des jeunes gloires montantes dans ce domaine-là, a écrit les paroles et a composé la mélodie, c'est-à-dire qu'il a assembler les mélodies de 1, 2, 3, 4, 5, 6 chansons différentes. Je vous donnerai la liste, ou je peux la donner peut-être avant. Vous verrez si vous les reconnaissez. Moi, honnêtement, j'aurais été incapable de les reconnaître. Quelqu'un comme mon ami Paul Cedres du Cap, on aurait certainement reconnu un certain nombre parce qu'il a une culture musicale dans ce domaine-là beaucoup plus vaste que la mienne. Et là, j'ai la liste tout simplement parce que c'est le compositeur qui me l'a donnée. Alors, ça commence par une introduction originale. Alors, parce que quand je dis les mélodies sont constituées par assemblage de bribes mélodiques préexistantes, de temps en temps, vous imaginez bien, il faut qu'il y ait un travail d'homogénéisation. Il faut qu'au bout du compte, la mélodie ait l'air d'être, n'est pas l'air d'ailleurs, soit cohérente, sonne cohérente. Donc il y a de temps en temps des petites phrases de transition qui sont dues aux compositeurs eux-mêmes. Et ici, l'introduction est originale. Ensuite, il démarre sur quelque chose que j'ai découvert à ma grande honte à l'occasion de cette chanson-là, qui est le Baby de Justin Bieber, qu'il enchaîne sur une vieille chanson du Cap. Là aussi, c'est symptomatique. Il me dit, ça, c'est une vieille chanson du Cap, j'ai oublié son titre. Bon, et c'est très symptomatique de la façon dont fonctionne la mémoire musicale, c'est-à-dire que les gens qui sont dans ce milieu-là, les chanteurs, les compositeurs, les chefs de chœur, ont une mémoire musicale, une culture musicale absolument phénoménale. Simplement, cette culture musicale, elle porte sur les mélodies. Les auteurs, voire même parfois les interprètes principaux, ne sont pas nécessairement mémorisés. Ce qui est mémorisé, c'est la mélodie ou une partie de la mélodie qu'on va juger utilisée. Alors là, c'est une vieille chanson du Cap, mais il ne se souvient plus de son titre. Ensuite, 2 chansons qui sont empruntées à la variété sud-africaine, Captain Spine Desile, Capitaine met à la voile, de Kurt Darren, Baby Chocolate, Chéri Chocolat, Baby Chocolat, de Gerhard Stein. Ensuite, là, on revient à la variété internationale avec Waving Flag, qui a été l'hymne de la Coupe du Monde de football en 2010. Comme vous savez, elle s'est déroulée en Afrique du Sud, donc c'est quelque chose qui était très populaire en Afrique du Sud. Et ça se termine par Bottoms Up d'un chanteur de R&B états-unien qui s'appelle Trey Songz. Donc voilà, vous allez voir comment ça s'enchaîne. Si vous connaissez déjà ces mélodies, vous essayez de les reconnaître. Est-ce qu'il y a du son ? Laisse comme ça. Non, vas-y. Bon, vous avez une idée, hein, je vous ai expliqué le principe, vous avez une idée de la façon dont ça sonne. Évidemment, c'est un enregistrement amateur dans une salle polyvalente avec une acoustique très réverbérante. Enfin, ça vous donne un petit peu une idée. Alors, ces compétitions de chant sont une des compétitions parmi beaucoup d'autres qui ont lieu
soit d'un côté dans le carnaval des clubs du Cap, soit de l'autre côté dans les compétitions des chœurs malais. Bon, cet ensemble, à quoi il faudra rajouter des compétitions de fanfares chrétiennes qu'on appelle les Christmas Choirs, qui ne sont plus des chœurs et qui ne jouent pas seulement à l'occasion de Noël, ces compétitions forment ce que j'ai appelé les fêtes du Nouvel An. C'est un ensemble donc de plusieurs manifestations compétitives qui sont liées entre elles. Ces fêtes du Nouvel An sont très clairement, d'un point de vue anthropologique, un rite du renouveau qui manifeste l'entrée dans un nouveau cycle de vie, qui manifeste la permanence de la vie. Mais ces fêtes du Nouvel An, elles peuvent être interprétées, si on reprend de façon assez lâche, les théories de Howard Baker, on pourrait dire qu'il y a un monde des fêtes du Nouvel An. Il y a un monde des fêtes du Nouvel An qui est basé sur des chaînes de réseaux de coopération qui réunissent donc ces trois entités, les troupes de carnaval, les clubs du Cap d'une part, les chœurs malais d'autre part, et enfin ces fanfares chrétiennes, les Christmas Choirs. Ce monde des fêtes du Nouvel An, il existe à l'intérieur d'un ensemble qui est à la fois un ensemble racial du point de vue des classifications de l'Afrique du Sud de l'apartheid, c'est-à-dire que c'est un ensemble dans lequel participent essentiellement des gens qui étaient classés colored, qui étaient classés métis, et social. Et ça, c'est très important, c'est cette conjonction du racial dans les classifications de l'apartheid et du social. Ce sont les gens qui appartiennent à la classe ouvrière, à la toute petite bourgeoisie d'artisans et de commerçants qui participent à ces fêtes du Nouvel An. L'élite, entre guillemets, de ceux qui étaient classés colored, en général, a le plus grand mépris pour les manifestations de cette classe ouvrière qui ne correspondent pas à des normes de comportement très victoriennes qui ont été intériorisées dans ce milieu social. Donc, monde des fêtes du Nouvel An qui fonctionne dans un milieu social défini doublement par la race selon les anciennes classifications de l'apartheid et le milieu social. C'est un monde qui a produit ses propres conventions et ce sont ces conventions qui notamment régissent les compétitions, conventions qui portent sur les normes de composition des répertoires, donc de ces chansons comiques, et sur les critères d'évaluation, si l'on peut dire, de ces compétitions qui aboutissent à donner des notes aux différents interprètes, soit aux troupes de carnaval, soit au chœur. C'est un monde, et c'est ça qui nous intéresse ici beaucoup, c'est un monde qui fonctionne en dehors de tout système de distribution commerciale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enregistrements commerciaux de ces répertoires, et pas plus des chansons comiques que des autres, et il n'y a pas de diffusion commerciale. Simplement, ces compétitions se déroulent dans des enceintes fermées, des stades pour les clubs de carnaval, en général des enceintes couvertes pour les compétitions des chœurs malais. Il faut payer un ticket d'entrée. Bon, ces compétitions sont depuis une quinzaine d'années enregistrées en audio et en vidéo, mais ces disques sont enregistrés par les comités organisateurs des manifestations et vendus à la fin des manifestations, où ce qui a été enregistré, puisque ça se déroule sur plusieurs week-ends, ce qui a été enregistré un samedi va être vendu le samedi suivant. Mais vous pouvez aller dans n'importe quelle boutique de disques au Cap, vous ne pourrez pas trouver le moindre enregistrement de ces compétitions. Ça fonctionne complètement en circuit fermé. C'est un monde qui fonctionne en dehors de toute notion de propriété artistique telle que justement on l'a discuté ce matin. Les compositions circulent, et quand je dis composition, c'est toujours avec le trait d'union, les assemblages de mélodies associés à des paroles originales circulent tout à fait librement. Il y a des rumeurs, mais je les ai entendues très très tardivement et vraiment d'une seule source, donc je ne suis pas absolument sûr que ce soit vrai, disant que dans certains cas, un chœur peut acheter une chanson à un autre. Mais dans la majorité des témoignages que j'ai recueillis, simplement, s'il y a une chanson comique qui marche très bien lors d'un carnaval, elle peut être reprise lors du carnaval suivant par un autre chœur qui ne va absolument pas demander la permission. Même la même année,
il peut se produire que, puisque les répétitions ont lieu à partir du mois de septembre, entre septembre et fin décembre, elles sont ouvertes, n'importe qui peut aller y assister. Si un membre d'une troupe de carnaval ou d'un chœur entend dans une répétition une chanson qui lui plaît, il va la mémoriser, la passer à son chœur à lui, et il se peut que la même chanson soit interprétée sans qu'il y ait eu d'arrangement entre les chœurs ni entre les compositeurs par plusieurs chœurs. La même année, en 94, par exemple, lorsque j'avais assisté au carnaval, il y avait une chanson qui était très très bien faite, dont on connaît pour cette fois, on ne connaît pas toujours les auteurs. Là, on connaît, l'auteur est très très clairement identifié, mais cette chanson, je l'avais entendue 4 ou 5 fois pendant le carnaval. Celle qu'on vient d'entendre ici, là, comment elle s'appelait, Sokiboki, elle a été reprise par un autre chœur l'année d'après. Donc ça circule librement, sans autorisation de l'auteur-compositeur et sans versement de droits, sauf exception. On peut noter simplement une tentation de la part de certains jeunes compositeurs, dont celui qui était à l'écran ici, Wassif Pekan, disant mais finalement c'est pas bien, c'est pas normal que moi j'ai fait ce travail-là, j'ai composé cette chanson, et il se considère vraiment comme un compositeur. J'ai composé cette chanson et puis elle est reprise sans que personne me demande la permission et sans que je touche le moindre droit. Et ce que dit Wassif Pekan qui est très intéressant, c'est qu'il dit ben, si ça continue comme ça, moi je vais faire une chanson comique que je vais composer totalement. Et ça veut dire qu'il ne fera plus une chanson comique selon les conventions qui ont prévalu jusqu'à maintenant. À mon avis, ça ne va pas se faire, ou en tout cas, ça ne va pas se faire très rapidement. Mais disons qu'il y a, face à la question du droit d'auteur, il y a cette tentation de la part de certains jeunes de dire, bon, bah, finalement, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à toucher des droits sur des chansons comme ça. Donc, les chansons sont composées, elles résultent d'un assemblage de bribes mélodiques qui sont parfois reliées par des transitions originales. Bon, il y a une structure, mais qui est une structure qui a été mise en évidence par Armelle Gaulier. Il y a eu notamment, je crois, un article dans Volume où elle parlait de ça. Bon, c'est une structure conventionnel, disons, très souple, qui n'a rien de canonique. Pour l'essentiel, ce qui est important aussi à souligner ici, et ça va un peu de pair avec la notion d'assemblage de bribes de mélodiques et d'absence totale de droit d'auteur, c'est que c'est un travail de tête. Hein. Encore une fois, un compositeur de chansons comiques va mémoriser un stock considérable de mélodies ou de fragments mélodiques. Et il va puiser dans ce stock pour composer la mélodie qui va aller avec les paroles qu'il écrit également. L'assemblage se fait très souvent par essai et erreur. Bon, selon les compositeurs, ils écrivent d'abord les paroles ou ils écrivent d'abord... ils écrivent pas, ils écrivent les paroles ou ils pensent, disons, la musique. L'ordre est indifférent. Mais quand ils pensent la musique, très souvent, ils ont un vis-à-vis où c'est avec le cœur qu'ils jouent. Ils essayent de voir comment fonctionne l'assemblage des bribes de mélodie. Si ça marche, ils retiennent cet assemblage-là. Si ça ne marche pas, bah, ils essayent autre chose. Cet assemblage implique évidemment de légères modifications des mélodies originales. Bon, il y a donc de légères variations qui sont produites. Notamment, on peut bien imaginer que toutes les mélodies ne sont pas nécessairement basées sur les mêmes suites d'accords, sur les mêmes échelles, donc il faut homogénéiser ça, il faut en plus qu'elles soient toutes calées sur ce fameux Goumabit. L'essentiel étant d'arriver à un tout cohérent, un tout dynamique et sans hiatus. Et il faut aboutir à quelque chose qui est susceptible de plaire au public et notamment aux jeunes. Les emprunts peuvent avoir des fonctions évocatrices, bon ça c'est d'une banalité, encore que, enfin, par exemple pour figurer l'opéra, ben, on va peut-être choisir Funiculi Funicula, qui est une chanson napolitaine, qui va être chantée à ce moment-là par une voix parodique qui va parodier le chant opératique, mais bon évidemment si on veut évoquer l'Espagne, ils vont chanter que Viva España. Si on veut évoquer l'Afrique du Sud, africaine noire, eh bien à ce moment-là, ça sera alors le Mboubé, le lion est mort ce soir dont on parlait ce matin, une autre chanson, enfin, des chansons très très connues comme Meadowlands, Pata Pata, Mama Temba's Wailing de la comédie musicale Ipitembi, ou bien simplement on va insérer là-dedans la ligne de basse issue de ce qu'on appelle le marabi, la matrice de toutes les musiques populaires du XXe siècle en Afrique du Sud, bon, qui est basée sur la progression la plus banale possible, 1-4-5-1. Et si on veut évoquer les blancs sud-africains, comme le fait ici Wassif Pekan, on va emprunter des airs à la variété blanche afrikaner ou à la boeremusik.
L'humour porte surtout, je ne vais pas en parler beaucoup, là il y a un papier qui doit sortir dans les cahiers d'ethnomusicologie qui porte spécifiquement sur l'humour dans les chansons comiques. Bon, l'humour porte essentiellement sur les événements, les personnages de la vie quotidienne dans les quartiers métis du Cap. Et c'est un humour, alors je passe très très vite, en utilisant Yankelevitch, Francis Janson, Daniel Sibody, je passe très très vite là-dessus, mais disons que c'est un humour qui réussit à la fois conforter les sentiments d'appartenance à une communauté dont les contours n'épousent pas ceux de la catégorie raciale qui avait été imposée par l'apartheid. Donc il y a tout un enjeu ici qui est de recomposer une identité pour soi à partir de la catégorie imposée par l'autorité. Donc en quelque sorte de subvertir cette catégorie. Et ce qui est très fort, et c'est là où l'emprunt mélodique joue un rôle fondamental, c'est qu'il y a une volonté très claire de sortir, à la fois conforter le sentiment d'appartenance à la communauté, mais en même temps montrer que cette communauté, elle n'est pas fermée sur elle-même, elle est ouverte sur le monde et elle est en permanence en contact avec ce qui lui était nié, ce qui lui était refusé par le racisme et par l'apartheid, c'est-à-dire l'intégration dans le monde de la modernité internationale. C'est une façon de dire, voilà, bon, nous, on nous a peut-être parqués dans des townships, dans des ghettos, on a peut-être voulu nous enfermer dans une catégorie qui est une catégorie complètement construite par le pouvoir politique, mais on n'a jamais réussi à nous enfermer parce que cette pratique de l'emprunt à la variété internationale, au jazz, qui fonctionne depuis la fin du XIXe siècle, nous a permis de rester toujours en relation avec le monde, l'international. Alors, pour résumer, bon, puisque là j'ai déjà dépassé mon temps, on a donc ces pratiques culturelles qui sont liées aux fêtes du Nouvel An, qui visent à la revalorisation, à la reconquête de l'estime de soi par la création et l'appropriation transformatrice. Et ici, on est effectivement dans le domaine, avec les chansons comiques, dans le domaine de l'appropriation transformatrice. On a donc, dans le cadre de ces fêtes du Nouvel An, qui sont des rites du renouveau, qui affirment la permanence de la vie et de la communauté en début des épreuves, une affirmation de la capacité créatrice comme affirmation d'humanité et négation de l'infériorité, associée à l'appropriation transformatrice qui permet de s'évader des barrières imposées par le racisme et l'apartheid pour démontrer l'appartenance à un monde de la modernité et de l'innovation. Alors, aujourd'hui, tout ce monde, y compris en ce qui concerne les chansons comiques, est traversé par une querelle des anciens et des modernes qui, grosso modo, et ça rappelle beaucoup le congrès du Caire en 1932 sur la modernisation de la musique arabe, qui est en fait cette querelle des anciens et des modernes, c'est de dire, bon, d'un côté, il y a ceux qui disent « mais il faut aller de l'avant, il faut moderniser notre pratique du chant choral, et pour la moderniser, il faut emprunter au chœur européen, et il y a une espèce de focalisation sur les chœurs gallois de ce point de vue-là. Donc il faut faire de l'harmonie, de la polyphonie à 4 parties dans les chœurs. Et de l'autre côté, il y a les tenants de la tradition qui disent « nous, on n'a jamais chanté comme ça, on chante à pleine voix, on chante avec des timbres bruts, et on chante, alors c'est pas le mot qu'ils emploient, mais grosso modo, ça revient à ça, on chante dans une sorte d'hétérophonie, et il faut maintenir nos traditions. » Bon, donc, premier truc, il y a cette querelle des anciens et des modernes qui est intéressante et qui renvoie à une certaine conception de l'identité du groupe social qui est actif dans ce domaine. Et l'autre chose qui est intéressante du point de vue du travail de Globamus, c'est qu'on a un exemple, ce n'est pas le seul bien sûr, mais on a un exemple d'un ensemble de pratiques musicales qui puisent à l'international, qui puise à la circulation des musiques, qui est en prise sur cette circulation des musiques, mais qui ne renvoie rien au réseau de circulation internationaux des musiques. En fait, les enjeux sociaux, les enjeux du point de vue des imaginaires de l'identité sont tellement pesants, sont tellement importants localement que l'idée de faire un produit pour le marché international n'apparaît pas comme prioritaire ou n'apparaît même pas du tout pour la plupart des acteurs de ce milieu-là. Donc on emprunte, et c'est très important d'emprunter encore une fois parce que ça permet l'affirmation de cette participation au monde d'une modernité internationale, mais tout ça fonctionne localement
en circuit fermé. Et vous pouvez aller, vous sortez du Cap, ou de la province du Western Cape, mais même vous sortez du Cap, vous allez à Durban, vous allez à Johannesburg, à Pretoria, personne ne sait rien de ce qui se passe au Cap, personne n'est au courant de ces pratiques musicales, et c'est une découverte aussi, parfois aussi surprenante pour un habitant de Pretoria que pour moi quand je suis venu de France. Voilà, bon, j'arrête là, je crois que j'ai essayé de dire l'essentiel de ce que je voulais dire à ce propos-là. J'espère que c'était suffisamment clair. Merci. Merci.